Merci de nous rester fidèles. Merci à ceux qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas. La vie est faite ainsi. Merci de continuer à nous regarder, à nous écouter partout dans le monde. Et on continue avec vous, Tcherno Amadou Camara, sur cette question, en tout cas, des vérités de Doumbouya. Oui, des intentions de Doumbouya, parce qu'il s'agit d'intentions pour que les minéraux qui sortent d'ici à l'état complètement brut soient transformés tels que prévu dans les conventions qui sont signées, les conventions de base qui sont signées entre ces sociétés-là et la Guinée. Mais il faut juste relever que c'est d'abord une bonne chose parce que l'utilité, c'est que ça apporte de la plus-value parce que c'est un peu plus de recettes pour l'État en termes de taxes. C'est aussi en termes d'emploi, ça a une plus-value parce qu'il y en a qui expliquent cette sortie de bauxite comme étant une fuite d'emploi. C'est comme si on exportait des emplois, on envoie cette boue dans des pays où on crée de l'emploi pour des citoyens là-bas. Et donc faire en sorte que cela soit transformé au niveau local, en Guinée ici, ne serait-ce qu'une semi-transformation pour faire le reste à l'extérieur, pourrait donc absorber considérablement le taux de chômage qui aujourd'hui on dirait même incalculable. Mais c'est une bonne intention. Mais sauf que ces conventions, quelqu'un l'a dit, quand les sociétés minières signent des conventions, il n'y a pas que ces sociétés qui sont tenues par ces conventions, il y a des engagements aussi au niveau de la partie guinéenne. Et ces engagements, aujourd'hui, on ne peut pas aller vers la mise en place de ces infrastructures-là quand on n'a pas suffisamment d'électricité. Le débat résidait à ce niveau-là. Il avait même été proposé, et je vous invite même à lire le livre écrit par l'ancien ministre des Mines, M. Magasuba, qui aborde cette question et qui donne les arguments, qui résument en fait la position qui était celle des sociétés minières et celle Magasuba qui est... Oui, d'accord, et soit dit en passant, mais c'est important de lire son livre pour comprendre un peu, parce que c'est quand même quelqu'un qui a l'avantage de maîtriser quand même le secteur minier, pour avoir été ministre pendant tout ce temps et avoir conduit, en tout cas engagé la Guinée dans plusieurs négociations dans ce secteur. Il y a donc aussi la question... Est-ce qu'il est convoqué lui aussi parce qu'il est ancien ministre? Non, je ne sais pas cette information, mais je dis que il y a des engagements, il y a de l'électricité, il y a la question de l'énergie qui était posée. Voilà, c'est là que j'étais, la question de l'énergie. Le débat était, quel type d'énergie il fallait faire? Est-ce que le carbone, est-ce qu'il fallait faire cela? Il y a des énergies qu'on appelle l'énergie impure et tout ça. On a trouvé que c'est qu'on a, la capacité qu'on a, ne permettent pas l'installation de ces raffineries. Mais c'est un argument qui avait été poussé. Des spécialistes avaient dit que l'État pouvait aller un peu plus loin pour pousser ces entreprises-là. L'État, oui, l'État c'est vrai, mais aussi les entreprises, parce que moi je me rappelle par exemple à la pose de la première pierre de Amaria, en tout cas le partenaire qui est en charge du barrage de Amaria, le plan qui a été présenté, c'est que il y a d'un côté le barrage, mais de l'autre côté, il y a l'exploitation minière. C'est ce qu'on et cette exploitation minière se prenait en charge en termes d'énergie. C'est ce qu'on vous explique. C'est-à-dire que pour le moment, toute la capacité qu'on avait pendant le régime d'Alpha Condé ne permettait pas, l'énergie en termes d'énergie ne permettait pas la mise en place de ces infrastructures-là, de ces raffineries-là au niveau local. Est-ce qu'entre-temps, ça a changé? Est-ce que le gouvernement a déjà des perspectives pour que dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, on améliore cette capacité qu'on a là? Ou est-ce que désormais le gouvernement va donner le libre cours à ces sociétés minières-là de faire recours à des industries à des énergies telles que qu'on appelle le charbon et autres pour faire la transformation locale? Je pense que ça n'incombe pas seulement aux sociétés minières, mais c'est une responsabilité partagée entre l'État guinéen et les sociétés minières. Mais c'est bon quand même d'avoir cette volonté-là d'aller à ça, parce que
je me dis qu'on a manqué ça. Mais il faut dire que ce n'est pas seulement, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas que la responsabilité des sociétés minières. Sinon, et quand on parle de la SMB et d'autres sociétés qui sont des sociétés étrangères, on est d'accord. Mais prenez par exemple la CBZ qui était là depuis 1973 et qui a une convention. Et dans la CBZ, l'État guinéen a une part, si je ne m'abuse, de 51%, si je ne m'abuse. Et pourquoi la CBZ n'a pas une raffinerie au niveau local ? Alors que c'est l'État qui est l'actionnaire majoritaire, si je ne m'abuse. Donc, ça veut dire que peut-être que la CBZ elle-même s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas le faire parce qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie. Et donc, si la CBZ ou l'État est suffisamment... Mais de 1973 à 2022, on pouvait quand même réfléchir sur les mécanismes. Maintenant, là où l'État est actionnaire majoritaire, on n'a pas pu le faire depuis 1973, est-ce qu'on peut en vouloir à la SMB qui s'est installée seulement il y a 10 ans ou 15 ans de l'avoir? Donc, ils peuvent utiliser les mêmes arguments qui sont utilisés par la CBZ. C'est pourquoi je vous dis que je refuse de croire que c'est simplement parce que les sociétés minières refusent qu'il y ait raffinerie, qu'il n'y a pas raffinerie. J'estime que c'est parce que l'État guinéen a sa responsabilité à jouer qui n'a pas été joué et que donc c'est important que puisqu'il y a eu maintenant un engagement, une volonté politique exprimée par le président de la transition, que les partis se mettent ensemble et nous évoquons tout à l'heure les difficultés que ces sociétés pourraient avoir dues aux conséquences de la guerre et de tout ce qu'on vit à travers le monde et donc les précipiter dans des engagements financiers à mettre en place des raffineries pourrait réduire leur capacité d'investissement sur d'autres secteurs. Ça peut donc ouvrir des emplois par là et enfermer de l'autre côté. Donc, je pense qu'il faut réfléchir là-dessus et aller vers cela. Maintenant, la deuxième chose, le deuxième segment de la chose, c'est qu'il a aussi été dit de consommer les produits locaux. Et vous savez, Alpha s'est embrouillé tout ce temps-là à confondre le contenu local et comment s'appelle l'autre concept qu'ils ont inventé. Ne t'embrouille pas, toi aussi. Je suis en train. Le ministère je me rappelle, j'ai suivi cette signature entre le ministère des Mines et les entreprises locales qui fabriquent par exemple du plastique, je ne fais pas de la publicité telle que Topaz et autres, et les sociétés minières, pour dire à ces sociétés minières, parfois vous importez des produits de l'extérieur qui sont fabriqués en Guinée ici. Oui. Donc nous vous invitons, et quand les produits que vous achetez à l'extérieur sont faits au niveau local, d'acheter avec les entreprises qui sont installées en Guinée. Et donc je pense que le président Mamadi Doumbouya, en disant cela, ne fait que réaffirmer un engagement politique qui était déjà exprimé par les autorités. Oui, exprimé, mais est-ce que exécuté? Non, l'avantage que ça peut avoir, l'avantage que ça aura, c'est que je pense qu'avec les autorités militaires, les sociétés minières sont beaucoup plus enclins à se presser à aller vers l'exécution que lorsqu'il s'agit d'un régime civil qui le fait dans la conciliation, dans les arrangements et tout ceci. Et donc, vivement qu'on aille vers ce que le président a demandé. Mais il faut dire aussi que ce n'est pas seulement parce que les sociétés ont refusé qu'on n'a pas encore de raffinerie. Oui, en 30 secondes. Juste rappeler qu'il y a souvent eu des accusations de corruption au niveau des mines, ce qui fait que très souvent on fait semblant d'exiger, mais on n'exige pas réellement. En réalité. Quand on parle du contenu local, par exemple, à Télimélé et ailleurs, on détruit l'environnement, mais complètement, ça devient inhabitable. Et dans la zone de Bokeh et ailleurs, mais après, les citoyens, les populations locales n'ont ni emploi, ni ressources, ni la possibilité... Et là, ce n'est pas les sociétés. Et ça, ce n'est pas les sociétés. Ni la possibilité de travailler comme elles ont l'habitude de faire. D'accord. Louis Lansana Camara, je voudrais... c'est vrai que... Mais vous donnez la parole à Lansana. Il y a quelle mine à Daboula? Voilà. D'accord, oui, Lansana Camara sur cette question. Oui. D'accord, heureusement que son micro ne passe pas, mais puisqu'il évoque le cas, merci de m'avoir donné l'occasion de rappeler que Daboula abrite un jugement de bauxite exploitable pendant 100 ans et une société avait été à l'époque implantée là et la société s'appelait Société... C'est pour présumer là que certains sont en prison. Voilà. Donc si la exploitable 100 ans, ça veut dire que c'est une réalité. Et ça, c'est les études de faisabilité. Et la société s'appelait Société d'exploitation de la bauxite de Daboula et de Tougué. Et jusqu'à présent, les installations de la société existent. C'était une société iranienne. Malheureusement, l'Iran a eu des problèmes à l'époque et ça s'est arrêté à ce niveau-là. Donc c'est pour vous dire que nous sommes dotés de richesses en bauxite très très importantes et en très haute qualité. Ça, c'est la parenthèse. En très haute teneur. Maintenant, je reviens sur la question. Moi, je voudrais vous dire, Daouda, que vous le savez autant ou plus que moi, nous tous dans ce studio, qu'il est très difficile
de rester dans des salles aussi climatisées, dans de bons studios, et de rappeler le vécu des populations qui sont dans les zones minières en Guinée. Ouais. Nous l'a dit tantôt, quand vous parlez le cas de Télémilé, quittez là-bas, revenons juste pour le cas de Kousitel, qui est vraiment la dernière zone aujourd'hui découverte en termes de jugement de minerais dans le pays. Aujourd'hui, il se trouve que si vous partez dans cette zone et si vous faites une étude sur la pauvreté, vous vous rendrez compte que le bas niveau de vie que les gens avaient à Kousitel s'est dégradé davantage. Qu'est-ce que je voudrais dire? Et je ne vous apprends rien en le disant parce que vous connaissez Sigri plus que moi, vous connaissez Boké plus que moi, vous connaissez les autres zones minières plus que moi. Donc je voudrais dire que les mines n'ont pas été à la hauteur, et le président l'a dit autrement dans un langage assez diplomatique, les mines en Guinée n'ont pas été la solution de notre pays, contrairement à ce qui devrait se passer. Et je voudrais dire à Kernon et à tous ceux qui pensent comme Kernon, que je ne suis pas d'accord avec eux lorsque vous voulez justifier ça par le manque à gagner que l'État doit apporter. Oui, on sait que la Guinée n'avait pas la capacité de produire l'énergie, d'accord? Mais en attendant, vous êtes venus avec vos milliards pour investir dans un pays où vous savez qu'il n'y a pas d'énergie. Et qu'est-ce que la Convention dit? Le Code minier dit quand vous vous installez pendant plus de 25 ans ou près de 25 ans, pendant les 5 premières années, on vous accorde l'installation. Ouais. Pendant la deuxième année, vous commencez l'exploitation. Mais les 3e, 4e, 5e, 10e année, vous devez installer votre source d'énergie. Ça a été dit. Qu'est-ce que le code n'a pas donné comme cadre incitatif, comme cadre ouvert pour l'investissement en Guinée? Il n'y en a pas. On a tellement travaillé sur notre code que aujourd'hui c'est l'un des codes, l'un des meilleurs codes dans la sous-région pour attraquer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais dire, je ne suis pas spécialiste en matière. Les spécialistes sont plus informés. C'est vrai, selon ce qui nous a été dit, comme le dit Tcherno. C'est selon ce qui vous a été dit. Non, mais est-ce que vous avez mené des études comparatives? On va vous revenir tout à l'heure. On va vous revenir. Donc, je voudrais dire que, vous le savez, Daouda, que nous avons apporté tout ce qui est cadre incitatif aux investisseurs pour venir dans notre pays. Mais qu'est-ce qui explique que Sigri, qui abrite la SAC, qui à des années données, Sigri n'a même pas eu des écoles, n'a même pas eu de candidats. Ouais. Qu'est-ce qui explique que dans les autres réseaux comme Boké, qui abrite toutes ces sociétés minières, qui jusqu'à présent c'est la terre. D'ailleurs, je voudrais citer le cas de Dr Ousmane Kaba. C'est encore autre chose. Ousmane Kaba, qui en bon économiste, nous a toujours dit que pratiquement la terre rouge là ne nous apporte absolument rien. Et ça, je pense que c'est palpable. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, si le gouvernement, si les nouvelles autorités se sont inscrites dans cette logique de pousser les sociétés minières, nous ne devons pas, en tout cas moi, je ne suis pas dans cette logique de dire on ne peut pas faire en 2 mois, on ne peut pas. Non. On devrait le faire, ils ne l'ont pas fait. C'est ça le problème. Et il a dit dans le passage, même un contrat verbal, nous, je ne vous apprends pas, vous êtes juriste, même un contrat verbal, lorsque vous ne respectez pas votre part dans le contrat, mais ça amène à la nullité du contrat. Ouais. Vous venez, attendez, ne soyez pas précis. C'est votre micro qui est ouvert. Voilà. Même l'eau qu'ils boivent. Comment comprenez-vous que les gens circulent dans des voitures climatisées, sont logés dans des bâtiments climatisés, etc. Et comme il a dit, même l'eau est importée, l'eau qu'ils doivent boire, alors que les populations inhalent à longueur des journées les riz des marigots tarissent, les jardins, toutes les activités agricoles, l'élevage n'est pas chose, l'environnement est détruit. Et l'environnement, vous savez, pour restaurer, ce n'est pas pour pendant 10 à 15 à 20 ans. Même les potagers ont cessé. Ouais. Parce qu'avec la poussière, ils le font dans leur cité. Hein. Voilà. Donc, comment ils élèvent les poules, ils cultivent les aubergines. Voilà. Et ça, malgré que l'ex-président nous a produit, quelqu'un l'a rappelé, un document qu'on appelle le contenu local. Le contenu local est venu corriger en quelque sorte. Mais le problème, c'est que l'application n'était pas à la hauteur. Alors, moi, je voudrais dire, puisque vraiment, on ne peut pas s'étaler beaucoup, mais je voudrais dire que nous devons reconnaître que les sociétés minières qui se sont implantées en Guinée, contrairement dans d'autres pays, n'ont pas respecté leur cahier des charges. Merci. Voilà. Alpha Kabila Sidimé, Tcherno, tu as eu tout le temps là. Non, je vais juste non, je suis gentil, mais pas à ce point. Il ne faut pas rentrer dans ma surface de réparation. Vas-y. Voilà, et je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais je vais aller de façon très élémentaire à observer de très près nos différentes sociétés minières qui évoluent à Boké, à Sigiri, à Manguiana, à Dabola, et le projet Dabola d'ailleurs, Dabola Tougué, je pense que ce projet-là date il y a de cela 25 ans. Mais c'est un projet, il y a une même mise dessus. Oui. Donc, encore une fois, je ne suis pas spécialiste en question minière. Même de qui? Je ne sais de qui. Maintenant, ces différentes, ces grandes
boîtes, ces grandes sociétés minières qui viennent souvent en Guinée. Et là où elles sont installées, allez-y à l'Hérault. J'ai même vu sur un site la fois dernière quelqu'un qui dès qu'il a déjeuné, après il a coupé son jet. Il en est mort? Oui. J'ai vu sur un site, je pense que c'est la Guinée Info. Et c'est dans une ville de la Haute-Guinée. Non, mais ce que moi j'ai vu, c'est à Bamako. Non, pas Bamako. Un Guinéen, mais à Bamako. Pas Bamako, c'est dans une ville quand même de la Haute-Guinée. Donc vous voyez déjà le soleil, le degré qu'il fait. Il fait excessivement chaud. Et ces entreprises-là, ce le rappelait tantôt, ne serait-ce qu'un simple, comment dirais-je, ouvrier, il faut voir dans quelles conditions de vie ils sont. Dans les 4x4 blindés. Mais il est impossible aujourd'hui de passer Sigiri pour rallier l'Hérault. Pendant qu'il y a la société SMD. Il y a la société SMD et il y a la SAG aussi qui est à Sigiri. Oui. SMD entre l'Hérault et Sigiri, SAG à Sigiri Centre. On ne peut pas accéder Sigiri, difficilement tu accèdes, tu quittes Sigiri pour être à l'Hérault. D'accord. Regardez la route Tougué, et comment dirais-je, on peut quitter Conakry, aller à Labé, de Labé directement Tougué pour rallier Dabola. Oui. Mais on ne peut pas, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, donc c'est la moindre des choses quand même. Oui. Je dis, c'est le regard d'un profane en la matière. C'est la moindre des choses. C'est vrai quand même, il faut respecter des conventions, il faut respecter le code minier en dit clair. Et au regard des forts tonnages qui sont exportés en bauxite en terre rouge, si le président du CNRD dit maintenant il faut installer des raffineries ici, je me demande, c'est une bonne nouvelle. Oui. Mais dans quelles conditions on va installer? Parce que ces raffineries quand même ont besoin de l'électricité, de l'énergie. Dans quelles conditions? Je pense qu'il y a encore des préalables. Tout ça là, c'est un beau rêve. Nous espérons quand même qu'il se réalisera. Tu termines bien. Oui, c'est un beau rêve. Oui. Nous espérons quand même qu'il se réalisera parce qu'on ne peut pas installer ces raffineries sans donner quand même du courant à Tougué, à Dalaba, à Labé, à Sigiri. Non, C'est pratiquement permettez juste, je vous en prie. Les autres n'ont pas encore eu la parole. Non, mais tout le monde. Les autres n'ont pas encore eu la parole. Non, c'est parce que vous avez assez de temps que vous pensez que les autres ont monopolisé la parole. Oui, Bangali Yansane, c'est vrai qu'on a plusieurs villes, en tout cas plusieurs villes minières dans ce pays, plusieurs villes minières dans ce pays, mais ces villes sont les plus misérables qu'on puisse dire. Oui. On a Boké, zone économique spéciale, qui est aujourd'hui la ville la plus, si on peut le dire, la plus pauvre de la Guinée. On a Beila, il y a le magazine qui passait hier sur Espace TV. On a Sigiri, c'est vrai que les particuliers font beaucoup de choses, mais ce sont quand même des villes, Forêt-Caria, je ne sais pas où en est-on avec ceux qui y étaient. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de route. Forêt-Caria n'est pas épargné, c'est vrai, c'est chez moi, mais c'est pas épargné. D'accord. Bien, donc, moi je voudrais revenir sur un certain nombre de réalités. C'est vrai, les collègues ont donné beaucoup plus d'informations par rapport à cette question, mais moi je me dis qu'avant tout, il faut qu'on sache que la Guinée, c'est vrai, est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, mais la Guinée n'est pas seulement le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, mais la Guinée aussi est le scandale géologique. C'est un scandale géologique. Alors, le sol et le sous-sol guinéen sont très très riches. Et notre bauxite d'ailleurs occupe la 2e place en matière de qualité après la bauxite de l'Australie. Oui. Voilà. Et en quantité. En quantité. Voilà. Donc, à longueur de temps, on voit les wagons de CBK, de Russal qui défilent. Et on sait qu'on nous a enseigné ça dans les classes du lycée, 12e année terminale. Qu'il y a ce qu'on appelle la détérioration des termes de l'échange. Et quand les Occidentaux là viennent ici pour acheter nos bauxites, ils imposent un prix. Ce sont eux qui imposent leur prix, avec lequel ils achètent nos bauxites. Ils amènent nos bauxites, ils transforment ces bauxites-là en produits finis et ils amènent ces produits finis dans nos pays. Dans la transformation, les emplois perdus en Guinée sont rattrapés dans leur pays. De l'autre côté. Ouais. Alors moi je me dis, Carnot a fait comprendre tout à l'heure que c'est depuis les années 70,
que CBG existe en Guinée. En 73. Voilà, en 73, pour être beaucoup plus précis. CBG existe en Guinée, mais CBG n'est pas une petite société. CBG pouvait aider, en tout cas, la Guinée à régler ce problème de courant. Nous avons 63 ans. La Guinée a 63 ans. Et ce n'est pas 63 jours ni 63 semaines. Donc, moi, je me dis quelque part qu'il y a le laxisme des autorités qui se sont succédées jusque-là. Ici dans le pays. Il y a le laxisme non seulement, mais il y a également ce qu'on appelle l'égoïsme des cadres. Et si nous prenons par exemple, vous avez parlé de Bokeh, vous avez parlé de Sigiri, etc., etc., en tout cas un certain nombre de villes. C'est vrai qu'il y a le laxisme, oui, mais il y a le self-service. On se remplit les poches, et puis voilà, on s'en fout il y a des régimes, on a vu ici, des régimes. C'est ça l'égoïsme aussi. Voilà, des cadres sont passés dans ce pays, des cadres qui pouvaient avoir 50 camions, 100 camions, 200 camions dans ces zones d'exploitation minière. Un seul cadre. Ça pouvait être un ministre, un secrétaire général. Non, allez aujourd'hui à Bokeh, arrêtez tous les camions, recherchez les propriétaires. Vous ne les trouverez pas à Bamako, vous les trouverez parmi les anciens ministres, les directeurs et autres. Mais ça me fait vraiment prendre la tête si on me dit par exemple qu'un ancien ministre ou en tout cas un haut cadre de l'État a une centaine de camions qui sont en train de travailler dans des sociétés minières. Alors, tout cet argent-là va dans une seule poche, dans la poche d'une seule personne. Vous voyez un peu. On sait que Bill Gates avait, c'est pas un drame. Bill Gates avait un certain monopole quand même. Voilà. N'en faites pas. Voilà. Non, ne me prenez pas le pied pour ça. Ça se passait au su des autorités. Et les autorités étaient informées par rapport à ces pratiques-là, et ça veut dire que ces sociétés étaient en complicité. Non, mais quand vous parlez d'autorité, c'est qui l'autorité? Ce sont ces détenteurs, ces propriétaires de camions. Ce sont ces propriétaires de camions qui sont les autorités. Alors, c'est comme on a l'habitude de dire, un jargon un peu familier, il y a des pieds sur le fil. Donc on ne peut pas évoluer, on ne peut pas aller de l'avant. Et l'ennemi de la Guinée, c'est le Guinéen. L'ennemi de la Guinée, c'est le Guinéen. Oui, monsieur Khalil Camara, c'est vrai qu'on veuille aujourd'hui que les sociétés minières fassent ceci ou cela, mais est-ce que dans le strict respect des conventions signées entre l'État guinéen et ses sociétés, et n'y a-t-il pas également, comme le disait Tcherno tout à l'heure, il n'y a-t-il pas lieu aussi d'interpeller la responsabilité de l'État? Excusez-moi. C'est une responsabilité commune. Il y a non seulement la responsabilité de l'État, mais aussi il y a la responsabilité de ces sociétés minières. D'ailleurs, Lansana le rappelait, lorsque deux parties s'engagent à signer un contrat, il incombe donc à ces deux parties de respecter les clauses de ces contrats. Donc si l'État guinéen interpelle aujourd'hui ses co-contractants à ce que le code minier soit respecté, mais à ce que notamment tous ceux qui sont clauses dans ces contrats soient respectés, je pense que c'est une bonne chose. Parce que il faut d'abord rappeler une chose, quand l'État signe un contrat avec une société minière ou bien que ce soit une autre partie, l'État a un pouvoir de contrôle. Mais vous savez, c'est ce qui manque généralement dans notre pays. C'est-à-dire que quand vous signez le contrat avec une société, vous ne laissez pas la société faire comme elle veut. Vous devez aussi porter un regard, et c'est d'ailleurs ça la particularité de l'État quand il s'agit de l'État. Parce que quand il s'agit de deux sociétés, par exemple, chacun, c'est vrai, s'inquiète du respect de sa part des responsabilités, mais quand nous parlons de l'État, l'État a un pouvoir de contrôle sur toutes les sociétés minières. Il ne s'agit donc pas que l'État vienne pour signer, après laisser la société travailler, mais l'État doit également regarder est-ce que les clauses qui ont été prévues à l'avance ont été respectées. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est vrai, j'ai d'ailleurs aimé cette sortie du colonel Mamadi Doumbouya, parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que dans le secteur minier, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que nous ne savons pas... Comment voulez-vous que les contrôles réussissent quand les contrôleurs sont des parties prenantes? Évidemment, c'est d'ailleurs ça le mal, parce que c'est-à-dire que ceux qui sont appelés à signer, à s'engager
envers l'État sont également propriétaires de ces sociétés-là, ont des camions, comme l'avait rappelé tout à l'heure notre confrère. Au-delà d'avoir des camions, au-delà d'avoir des camions, voilà, vous touchez le mot. Ont des actions, au niveau de ces sociétés. Donc vous ne pouvez pas sanctionner les manquements, parce que quand vous sanctionnez, il y a votre intérêt qui est en jeu. Donc aujourd'hui, il faut décanter toutes ces choses-là, c'est-à-dire que si réellement vous avez des actions au niveau d'une société, vous ne devez pas représenter l'État. Vous ne devez être à votre compte personnel. Soit vous travaillez pour l'État, soit vous travaillez pour votre société. Mais vous ne pouvez pas travailler avec les deux. Il y a cette incompatibilité, je pense que c'est une question essentielle aussi. Donc si Doumbouya interpelle les sociétés, lance aujourd'hui un appel aux sociétés minières de respecter leur engagement envers l'État guinéen, ça c'est à saluer. Parce qu'il faut partir dans les sociétés minières aujourd'hui, Daouda. C'est-à-dire que ce sont des zones abandonnées, partez à Boké, des sociétés qui manifestent chaque fois pour des questions de courant électrique. Mais c'est l'élémentaire dans un pays en état de développement. Vous ne pouvez pas partir dans les autres pays où il y a des sociétés minières et que la population n'a même pas de courant. Donc, je vous rappelle un de mes séjours à Boké. J'ai logé dans un hôtel. On m'a dit que le courant vient à 18h. Mais à 18h, le courant n'était pas là. À 20h, 21h, j'interpelle le gérant et il me dit je venais vers vous-même là, j'ai acheté de la bougie et l'anti-moustique pour vous. Donc vous voyez combien c'est misérable, c'est un hôtel et puis dans une zone minière. Vous ne pouvez pas imaginer. Le pool économique. Il est vraiment fondamental que nous nous interrogions d'abord sur les causes de ces retards dans les sociétés, dans les zones minières. Et je crois bien que si réellement Doumbouya s'élève aujourd'hui, parce qu'autant M. Alpha Condé, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'annonces, on va maintenant commencer à sanctionner les sociétés minières, on va les pousser à respecter les clauses qui ont été signées, mais ça n'a rien donné. Avec Doumbouya, je pense que cela pourrait changer. Voilà. Oui, Tcherno d'abord, après vous. C'est-à-dire que moi je demande, il y en a qui font la rébellion, il y en a qui prennent directement. Ce que je voulais dire, c'est que je voulais ajouter, et moi j'attends qu'on me donne la parole. Moi, ce que je voulais dire, c'est que il y a quand même, au début, on sait quand le président a rencontré les sociétés minières pour la première fois au palais, lors des rencontres qu'il faisait avec les différents acteurs, il avait promis que la Guinée respecterait ses engagements et qu'on ne reverrait pas les contrats. C'est qu'il y avait quand même. Laissez-moi terminer. Permettez-moi de terminer. Mais permettez-moi. Permettez Lansana, vous aurez tout de suite votre temps pour parler. Et moi, j'ai suivi. Non, personne n'a dit qu'il ne revoit pas. Maintenant, c'est ce que je suis en train de vous parler. Ensuite, quand il a nommé un ministre des Mines, on a entendu le ministre des Mines dire qu'on va revoir certains et on va même retirer des permis. Le ministre des Mines, il a effectivement dit dans son discours de prise de fonction. Bon, on trouvait déjà qu'il y avait un problème entre le discours du président et celui de son ministre des Mines. Après, moi, mais il y a des permis qui font des spéculations. Je termine. Ça, c'est autre chose. Et il faut quand même reconnaître qu'avec la gestion d'Alpha Condé, ce problème a été drastiquement réduit. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui achetaient des permis, qui les gardaient par derrière eux, mais désormais, on a publié donc la cartographie, je pense que c'est comme ça le terme qu'on appelle minier, pour que tu puisses sur Internet savoir déjà quel est le permis minier qui est disponible, qu'on appelle la surface qui est disponible, quel est le permis qui est en activité ou pas. Donc ce problème a été résolu partiellement, je veux dire, parce que je ne dirais pas totalement. Mais ce que je veux relever, c'est que pourquoi on n'irait pas, quelqu'un a parlé de révision des contrats miniers. Parce que le problème que vous évoquez là, il n'y a pas de route par là, il n'y a pas de courant par-ci, c'est pas la construction de ces raffineries qui résout le problème de route, le problème d'électricité. Le problème de raffinerie résout un problème, l'installation de ces raffineries telles que prévues dans les contrats résout le problème de l'emploi et de la transformation locale. Oui, mais à ce moment, les efforts financiers peuvent être orientés dans d'autres secteurs. Permettez, je sais ce que je suis en train de dire. Oui. Parce qu'on a toujours mis dans la tête des gens, parce que ce que vous êtes en train de dire là, peut-être vous ne le comprenez pas comme ça, mais on a souvent fait croire aux gens que quand une société minière est dans une localité, c'est à elle de donner l'électricité, c'est à elle de donner... Non, personne ne l'a dit dans ce studio. Quand vous aurez fini, personne ne l'a dit dans ce studio, mais il faut tout de même rappeler
lorsqu'on appelle une ville comme Boké zone économique spéciale, on a quand même envie de savoir en quoi c'est une zone économique spéciale. Et cela passe forcément. Cela passe forcément. Non, mais non, j'ai pas fini encore. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Non, mais il a pris. Je ne peux pas parler en même temps que lui. Nous sommes nombreux ici. Je dis, parce que ce que je suis en train de dire, c'est une question de prudence. C'est-à-dire que nous faisons pas croire à ceux qui nous écoutent que c'est parce que les sociétés sont méchantes qu'elles ne donnent pas le courant. C'est à l'État, je termine, c'est à l'État de recueillir ces recettes avec ces sociétés-là et de faire face à la demande sociale vis-à-vis de la population. Je voudrais juste vous rappeler un fait. Honnêtement, on fait juste des rappels. On a vu des sociétés ici qui viennent prendre des permis de licence, aller les coter en bourse. Pendant plusieurs années, ces gens-là sont en train d'avoir des devises. Chaque mois, il y a un montant qu'on verse dans leur compte, comme quoi ils ont un permis d'exploitation d'une mine en Guinée. Ça n'a rien apporté à la Guinée. Et c'est justement après, par la complicité des cadres, comme vous étiez en train de le dire tantôt, c'est justement plusieurs années après qu'on s'est rendu compte que des gens sont en train de lever des fonds et quelquefois même aller investir ailleurs. Ça, c'est un deuxièmement. Prenez le cas de RD Congo. RD Congo, lorsque le président, l'actuel président est venu, Félix Tshisekedi, la première action engagée, c'était justement sur les sociétés minières. Pourquoi? Parce que le Congo est assez vaste, le Congo est assez riche en minières. Les sociétés sont là-bas et la corruption a fait que tous les cadres jusqu'au planton avaient des actions dans les sociétés. Et finalement, l'État ne gagnait absolument rien et ça a renforcé la pauvreté. C'est ce qui explique aujourd'hui les rébellions dans les régions du Congo. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est cela. Je pense que ça l'a aidé même à créer la stabilité. Et deuxièmement, quand vous prenez la coalition, publiez ce que vous payez. On a vu cette coalition se battre ici pendant des années pour connaître combien les sociétés payent et combien l'État recevait. C'était vraiment... Attendez, c'est pour vous dire que ce secteur, à Kerno, que vous acceptez... C'est vous qui il y a une coalition, attendez, vous ne m'apprenez rien par rapport à cela, parce que je fais partie des journalistes qui ont été à une conférence de presse à l'époque à l'hôtel Casino en ville pour le lancement de cette coalition qui avait été supportée par l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Donc je connais bien cette affaire-là. Donc je dis bien que cette coalition s'est bâtie ici pour aujourd'hui faire une part des choses, de ce que les uns payent à l'État et que c'est l'État recevait. Parce que c'était de l'opacité dans la gestion. Donc je me résume en disant que le secteur minier a besoin de l'assainissement sur tous les plans. Si nous voulons que les générations futures à venir puissent tirer profit, si nous voulons préserver nos environnements, sinon nous perdons non seulement l'environnement, nous perdons les ressources dans le sous-sol et nous ne gagnons absolument rien. Oui, est-ce que c'est cela que nous voulons? Je ne pense pas. En 30 secondes, on va changer de sujet. Il suffit juste de respecter les clauses du code. Excusez-moi. Voilà, en 30 secondes, il suffit juste de respecter le code minier. Ce qui existe, et par l'État et par les sociétés. Et par l'État et par ces différentes sociétés minières. Parce que à la place du respect des conventions, des règles, voici ce que ces entreprises, ces sociétés minières la font généralement. Ils viennent construire des mosquées pour des villageois, juste pour les aveugler. Or, elles ne sont pas là pour ça. Maintenant, si ces installations, il y a aussi, si c'est raffinerie, il y a aussi un prix de la sécurité des sociétés. Lorsque vous vous installez, ce sont des... Ça s'appelle la responsabilité sociétale. La responsabilité sociétale, elle est là. Voilà. Mais dans le code minier, tout est là, tout est détaillé, c'est clair. Le contenu local, tout est clair. Vous avez tort de penser que le problème, ce sont les sociétés minières. C'est la gouvernance. Non, les endosse. Non, on n'endosse pas à ces sociétés toute la responsabilité. On ne les endosse pas aux différentes sociétés toutes ces failles. Vous dites qu'ils construisent des mosquées, c'est pas ce qu'ils doivent faire. Il suffit juste qu'on respecte les clauses du contrat qui leur lie à l'État guinéen. Et que l'État respecte aussi à son tour. Alors, on va rapidement changer de sujet. Elle nous suit également de loin de Conakry. Elle est à l'ABA. Doussar, précisément, c'est Diana. Diana qui nous écoute depuis l'ABA avec ce message qu'elle nous envoie pour participer également, comme Bangal le faisait la dernière fois à l'émission. Depuis 60 ans, Russal et d'autres sociétés minières promettent de mettre en place des sociétés de transformation de bauxite en Guinée, mais aucune pression. Alpha Condé aurait été le mieux placé pour conditionner la transformation minière,
mais lui et son clan se sont attelés au contraire à se remplir les poches, à multiplier les tonnes à exporter. Le colonel devrait mettre la pression sur eux cette fois-ci et mettre en œuvre qu'il ait forcément suffisamment, je vais dire, d'énergie pour permettre la bonne marche des usines et le mieux vivre des citoyens de ces localités. Voilà, effectivement, elle est à l'abbé. Si ce message ne venait pas de l'abbé, je pense que ça va être très compliqué. Il y a aussi parce il y a aussi un frère qui nous suit de Fria. Et Fria, vous savez que c'est une zone minière qui rappelle qu'il faut absolument qu'il y ait de l'énergie pour qu'on puisse aller à la transformation, qu'on ne doit pas occulter cela. On n'est pas comme Tcherno, des supporters des sociétés minières, mais on dit que l'État a... moi, en ouvrant, j'ai commencé par ça, qu'il faut faire attention. Est-ce que l'État aussi a fait sa part de contrat avant d'exiger, parce qu'en exigeant seulement, on risque d'avoir des problèmes avec ces sociétés et elles peuvent aller se plaindre ailleurs. D'accord. Merci à vous. Et je sais pas, il est parti où Abdul Gader Dramé, notre technicien du jour. Bon, en attendant qu'il nous rejoigne, nous, on va poursuivre l'émission. Et comme je le disais, notre deuxième thématique, après près de 3 mois de soins à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, l'ancien président guinéen Alpha Condé est depuis vendredi de retour à Conakry. Le fondateur du RPG arrive au pays et coïncide au placement sous mandat de dépôt de plusieurs de ses anciens ministres, notamment le premier ministre chef du gouvernement. Ils sont accusés de détournement présumé des deniers publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment des capitaux, entre autres, retenus à la maison centrale d'abord pour flagrance délit, ensuite réorientés vers la chambre d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Leurs avocats se font la voix et ils s'attaquent à la procédure et disent ne plus rien comprendre de la tournure. Parmi les anciens ministres guinéens détenus à la maison centrale, tenez-vous bien, parmi eux, il y a bien des avocats, des Américains, je vais dire. Il y a bien des Américains. Et voilà pourquoi l'ambassadeur des États-Unis s'était rendu cette semaine à la maison centrale de Coronti pour essayer de rencontrer ses citoyens américains. Nous nous interrogeons ce soir sur quel sort désormais pour le RPG Arc-en-Ciel et son comité exécutif provisoire après ce retour d'Alpha Condé. Jusqu'où le CNRD peut-il aller dans cette procédure dont la forme est déjà très critiquée? Est-ce que vraiment une volonté pour le colonel et ses hommes de réduire au silence les potentiels candidats aux prochaines échéances électorales, entre autres questions que nous nous posons? Là, Sana Kabara, je vais commencer avec vous. D'abord, on a des Américains, des ministres, nos ministres, d'anciens ministres américains détenus à la maison centrale. Est-ce que ce sont les Américains que nous avons ou nous avons plutôt nos anciens ministres citoyens guinéens? Bien. Je pense que l'un dans l'autre, ça revient à la même chose. Vous savez que, je crois, le Code civil guinéen autorise quand même les citoyens guinéens à adopter ou à avoir des doubles nationalités. Et c'est dans ce sens que nous avons plusieurs de nos compatriotes, y compris des anciens ministres et l'ex-premier ministre également, qui ont des doubles nationalités. Parce que quand l'ambassadeur dit, par exemple, chez nos confrères de Africa Guinée, qu'il a déjà la mission de savoir la situation de leurs citoyens, et que les citoyens américains qui sont à la maison centrale, ça veut dire qu'il n'y en a pas un seul. Oui, bon, vous savez que l'ambassadeur des États-Unis est un diplomate. Et il a bien dit, parce qu'il n'ignore pas que ces mêmes citoyens dont ils réclament le droit aujourd'hui sont d'abord originels de notre pays qui se trouve être la Guinée. Donc ils sont nés ici, ont eu la nationalité guinéenne avant d'aller avoir cette nationalité. Mais dans un langage diplomatique, pour qu'il soit compréhensible, il dit « Je suis venu voir les citoyens américains détenus au niveau de la maison centrale ». Il se limite à ce niveau-là. Mais ce que nous savons au-delà de cette déclaration de l'ambassadeur, c'est que justement, c'est aussi des compatriotes parce que c'est aussi des gens qui ont cette nationalité guinéenne. Et quand vous interrogez également les autorités guinéennes, elles vous diront que nous avons affaire avec des Guinéens. Ils ne vous diront pas que nous avons affaire avec des Américains. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui parce que même au temps du fait Ahmed Sékou Touré, la même chose, ça s'est posé à l'époque avec des compatriotes qui étaient français d'adoption, donc qui ont la double nationalité. Mais il se trouve que lui-même, lorsqu'à l'époque, je parle de fait Ahmed Sékou Touré, a fait le déplacement en France, et la conférence qu'il avait tenue, il a toujours dit que moi, je les considère comme des Guinéens
Guinéens comme des ressortissants guinéens parce qu'ils sont nés dans ce pays. S'ils ont adopté d'autres nationalités, c'est très bien, mais moi, je les considère comme des Guinéens. Ça, c'était entre parenthèses. Maintenant, par rapport au retour du président, Alpha Condé dans le pays, moi, je voudrais dire que c'est quand même un acte qui a rassuré. Parce que jusque dans un passé récent, vous vous rappelez, dans les réseaux sociaux et même dans certains organes en ligne, où on disait qu'il a quitté Abu Dhabi, n'est plus sous contrôle du CNRD, il y en a qui ont évoqué le Cuba, etc. Le Cuba, qu'il serait à Cuba. Qu'il serait à Cuba. Donc ça nous a laissé un peu perplexes par rapport à sa destination, parce que si tel était le cas, ce serait une violation d'une convention entre le CNRD et la population, ou le peuple quand même, parce et la CEDEAO aussi. Oui. Mais cette fois-ci, on l'a vu partir, n'est-ce pas, pour des motifs de soins, et on l'a vu revenir également sain et sauf dans le pays. Moi, je pense que c'est d'abord un acte qu'il faut apprécier, d'autant plus qu'on est désormais rassuré que l'ex-président est avec nous ici. Maintenant, la coïncidence avec l'arrivée des cadres à la maison centrale, bien, coïncidence ou pas, je ne pense pas que ça soit trop calculé sur cette base-là. Ce qui reste clair, c'est que en ce qui concerne les anciens cadres qui sont aujourd'hui concernés par des dossiers qui sont... Mais vous avez quand même vu cette note du ministre des Affaires étrangères adressée aux autorités émiraties. Qui réclamait le colis. Le colis, parce que le colis commençait désormais à faire des agissements. À perturber le sommeil de Est-ce qu'elle était authentique? Oui, si. Elle est authentique. Cette note, elle est authentique. Vous le confirmez. Un numéro d'enregistrement, elle est signée et elle est cachetée. Elle est authentique de Maurice Sanda Kouyaté. Donc les agissements avaient commencé du côté de Abu Dhabi. Ce ne sont pas des sauts, mais des agissements. Mais je voudrais dire à mon confrère Alpha Kabiné, oui, une note peut être authentique. Mais vous savez, les notes diplomatiques aussi, lorsqu'elles ne sont pas diffusées, même si elle est authentique, mais lorsque ça n'a pas fait l'objet de diffusion officielle, on se demande bien, parce que l'objet de diffusion officielle, c'est quoi? C'est la lecture à la télévision nationale du pays. Ce ne sont pas toutes les notes, toutes les notes qui sont rendues publiques. Oui, mais Daouda, lorsqu'une note authentique a fuité, le problème, voilà, ça pose problème. Je ne dis pas que c'est faux ou c'est pas vrai, mais je dis... Cette lettre dans la presse est venue du ministère des Affaires étrangères. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de réponse contraire. On va passer à nous Baldé, oui, sur ce retour d'Alpha Condé avec ces lieutenants qui sont en prison, le gardien du temple Mohamed Diané, le premier ministre chef du gouvernement, le président du comité exécutif provisoire du RPG Arc-en-Ciel, un comité qui n'a de membres que le président, pas d'autres membres. Oui, je pense que la question qu'il faille se poser d'abord, c'est par rapport au retour du président Alpha Condé. On sait qu'il a quitté le 27 janvier. Il y avait un communiqué le 17. Il y avait un communiqué officiel qui nous disait qu'il devait voyager pour 1 mois. Donc on l'attendait le 17 février. Depuis, silence radio. Le CNRD nous a rien dit. On ne sait pas pourquoi c'est maintenant qu'il revient. On se rend compte à travers la lettre que vous avez citée tantôt et à travers certaines informations que le CNRD faisait tout ces derniers temps pour que l'ancien président revienne. Mais à voir ce qui s'est passé, on a l'impression que Alpha Condé revient parce que justement il empêche Doumbouya de dormir. On l'a entendu dans l'audio qui a été diffusé. On a senti que Alpha n'était plus préoccupé par sa santé, mais il était préoccupé par la gestion de son parti et éventuellement pour une reconquête du pouvoir. Est-ce que le CNRD se rend compte que son devoir par rapport au peuple n'a pas été respecté? Parce qu'en nous disant qu'il part pour 1 mois, sauf avis contraire du médecin, et on ne nous a jamais brandi un avis contraire du médecin, on aurait dû soit le ramener 1 mois après, soit communiquer sur ça. Mais aujourd'hui, on se rend compte... Il a fallu ces agissements... On se rend compte que ce sont les agissements d'Alpha Condé qui le ramènent. Ça veut dire que probablement, s'il avait fait profil bas et qu'il ne communiquait pas, et que éventuellement, si on l'entendait, c'était pour aider la jeune, probablement on ne l'aurait pas ramené. Je pense que
ceux qui nous dirigent doivent être conscients que leurs actes et leurs paroles sont scrutés et analysés. Et vous avez suivi l'école construite à l'ancienne résidence de Cellou Dalein Diallo. Pourquoi je fais un lien? C'est qu'à ce niveau, il y avait une procédure, il y a toujours une procédure judiciaire. Le pouvoir est en train de nous dire que ceux qui ont pris des armes pour prendre le pouvoir l'exercent comme bon leur semble. On ne respecte ni une procédure judiciaire, ni un engagement écrit, ni un engagement verbal, ni aucune autre promesse. Je pense qu'ils doivent se ressaisir et savoir qu'il faut qu'il y ait des principes, qu'il y ait des règles, qu'il y ait des lois qu'on respecte. Évidemment, on se préoccupe aussi du comportement des magistrats de la CRIEF parce qu'on apprend qu'il y a eu un tâtonnement, c'est-à-dire qu'on a orienté le dossier en flagrant délit. On a évoqué d'abord la flagrance délit. Et aujourd'hui, on veut l'envoyer en information judiciaire. Ce n'est pas bien pour les magistrats de la CRIEF. Surtout avec ce caractère spécial que la CRIEF a. Effectivement, ça ne rassure pas. Et c'est bien dommage que des avocats parviennent aussi facilement à démonter des dossiers qu'on nous disait aussi solides que les accusations qu'on a. D'accord. Merci. Ce que nous dit est assez important. Parce que, non, honnêtement, parce que l'objectif c'est quoi? Au-delà, je cite deux pays. Et on a l'exemple de CRIEF expérimenté par le Sénégal que nous connaissons bien, mais aussi de l'Angola qu'il connaît très bien, où il y a eu des actions similaires, mais on a récupéré de l'argent. En Angola, par exemple, on a récupéré beaucoup d'argent. Maintenant, la CRIEF, l'objectif, est-ce que c'est mettre les gens en prison, l'objectif, ou c'est récupérer de l'argent? Moi, honnêtement, je ne voyais aucunement l'urgence, la nécessité de mettre Kassouri, par exemple, en prison. Et si vous voyez ce tâtonnement, et les autres. Non, c'est un exemple que j'ai donné. Voilà, parce que c'est pas Kassouri, parce que le Sénégal est en prison, Suleiman Traoré est en prison. Julde également, il y a eu le paiement de caution qui a été énoncé. Tout cela, il y a beaucoup de personnes en prison. Ah. Si vous voulez parler à ma place, je répète ce que je dis. Je dis alors que moi, je ne voyais pas l'urgence ou la nécessité de mettre Kassouri en prison pour la procédure en cours. Parce que réqualifier le fait, quitter le cas de flagrant délit et l'envoyer en instruction, c'est le message que ça renvoie tout de suite au grand public, c'est que là, on s'est trompé parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments et alors on veut se donner du temps pour trouver pour trouver des problèmes et des preuves et les inculper. Comment vous pouvez mettre quelqu'un en prison contre qui vous n'avez aucune garantie que vous trouverez quelque chose contre lui? C'est quand même je veux dire, c'est pas intelligent même. Parce qu'il suffit juste que... Vous pensez que la CRIEF est sûre de n'avoir rien? C'est pas ce que vous pensez. Non, mais c'est ce que je suis libre quand même de tirer, moi, ma conclusion de ce que je vois. Ouais, mais cela ne nous donne pas... Non, je ne sais pas si c'est la CRIEF qui montre qu'elle n'a pas de preuves. C'est elle qui fait un tâtonnement, c'est elle qui change... Vous vous imprégnez tout de suite aux techniciens qui étaient absents, mais vous aussi, votre esprit est parfois absent. Je dis une fois encore... Je dis que si la CRIEF qui avait... Je préviens la mine que Amadou cherche quand même le poste de Daouda. On veut parler. Ce n'est pas ça. La mine, nous aussi, on est frappé par le temps. À ceux qui ne comprennent pas, il y a des coups bas. On est frappé par le temps. Il n'y a que deux transitions dans ce pays. Ça ne me perturbe pas. Il n'y a que deux transitions dans ce pays. David rassure-toi, il n'y a que deux transitions. La transition au palais Omertien qui est la transition de Connor. Ce sont les deux transitions que nous avons dans ce pays. D'accord. Permettez, on est pris par le temps. Je résume alors en un mot. Je ne vois pas l'urgence de mettre Kassouri en prison si on n'a pas les preuves. Je pense que la CRIEF ne nous rend pas un service parce qu'on va se parler à des procès pour les enchaîner. L'émission d'aujourd'hui, c'est Kerno qui l'a faite et nous. Se réjouir de voir quelqu'un, un frère ou une sœur en prison. Personne ne pourra s'en réjouir. Mais aujourd'hui, c'est différent. Vous sembliez vous moquer quand on parlait de nos frères qui étaient en prison. Vous sembliez vous moquer. Non, pas du tout. Quand on dénonçait, pas du tout. L'injustice, je ne me suis jamais. Je ne le ferai jamais de ma vie. Il était de l'autre côté. Moi, je ne le ferai jamais de ma vie. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé, certainement, vous l'aviez compris,
On est S'il y a carrément- eu les ajustements du président Alpha Condé qui le ramène ici aujourd'hui, mais par contre, il y a eu encore des ajustements. Oui, Concernant justement, Alpha Condé. c'est ce qu'ils l'ont dit. Maintenant, mais il y en a eu aussi dans le camp Voilà, du parti présidentiel monsieur FPG. Khalil Kamara et Bangali Ansane vont nous excuser. On est pris par le temps. Merci à vous. Merci à tous et à toutes. Merci à Abdul Gadri Dramé. Merci à Aboubakar Fote Souma, à Alia Kamara Sokra. Merci à toute l'équipe. Et demain, il est déjà annoncé le turbo, Lamine Girassi sera au contrôle des grandes gueules demain à partir de 9h. Et juste derrière, il est bien en jeu. Alors, demain, juste après les grandes gueules, retrouvez la rediffusion de ce numéro et au revoir. Radio Espace Guinée vous souhaite de joyeux Ramadan.